Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes, l'émission qui ne prend pas de vacances et je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition estivale. Alors ce soir, pour débuter, notre premier invité est une grande gueule. Rost est un rappeur qui chante un peu moins mais qui parle toujours beaucoup, haut et fort, de la banlieue, des gens qui y vivent, de leurs difficultés, mais aussi de leurs attentes et de leurs espoirs. Puis notre débat portera sur le drame des migrants. Un sommet international a réuni aujourd'hui à Tunis les ministres de l'Intérieur de 15 pays du pourtour méditerranéen. Emmanuel Macron accueillera lui demain à l'Élysée les chefs rivaux d'une Libye déchirée par la guerre. Au menu de ces entrevues, toujours la même urgence, comment mieux réguler les flux de réfugiés, comment éviter que ces populations en détresse ne périssent en mer, bref, comment accélérer le développement des pays sources d'émigration. On en débattra. Enfin, dans la troisième partie de l'émission, nous retrouverons nos inséparables duettistes de la chronique estivale. D'abord, Thibaut Sardier, l'explorateur qui nous emmènera jusqu'en Inde pour nous raconter pourquoi gronde la révolte des femmes de ménage. Puis, Victor Dequiver, le curieux, qui nous fera découvrir une incroyable invention, la saucisse, mais pas n'importe laquelle, la saucisse du futur. Absolument, Caroline Brouet. La saucisse du futur. Ça commence bien. Bienvenue, Caroline Brouet. Ravi de vous accueillir dans l'émission. Bonjour Arnaud. Et vous êtes en charmante compagnie, Caroline, puisque nous retrouvons Claude Askolovitch. Surnommé le pastrami du présent. C'est toujours un plaisir, vous aussi. Claude, bienvenue. Et bonsoir, Rost. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Alors, Rost, vous êtes rappeur, président de l'association Banlieue Active et aussi de l'association Africa Aide Éducation, qu'on voit sur votre t-shirt. Et vous participerez en fin de semaine au Festival international du journalisme vivant, qui est organisé par les ateliers de couture. C'est dans le Lot-et-Garonne. Ça commence jeudi et ça se terminera dimanche. Absolument. Et alors, Rost, donc, vous avez une foultitude de casquettes. Rappeur, je le disais, l'association Banlieue Active, Africa d'Éducation. Vous êtes aussi membre du Conseil économique, social et environnemental. Comment vous vous définissez vous-même? C'est quoi le vrai... vous êtes quoi? Artiste, militant? C'est la grande question. Artiste engagé, ça résume très bien mon parcours et mes engagements. Je trouve qu'un artiste, c'est aussi son rôle de participer au changement de la société, à l'évolution, porter son regard pour voir comment nous, à notre petit niveau, on peut aussi améliorer les choses. En tant qu'artiste, on a une influence énorme sur les gens, sur les jeunes, notamment pour ce qui concerne le milieu du hip-hop. Donc il faut qu'on se serve de ça pour essayer de faire bouger les choses. Pas seulement chanter, mais aussi s'engager. Absolument. Ben, on en parle dans un instant, Rost, juste après votre empreinte digitale par Marc-Antoine de Porrette. En tapant Rost sur internet, on découvre que vous vous appelez en réalité Amewofofo Adom Mega et que vous êtes né ici à Kouma au Togo. Vous arrivez à Paris à l'âge de 11 ans avec vos 9 frères et sœurs, une jeunesse dans la rue, vous traînez dans le quartier de Belleville avec votre bande de taggeurs. Une vie de voyou se dessine devant vous, mais à 18 ans, un de vos amis reçoit une balle sous vos yeux, une prise de conscience. Vous commencez à étudier le droit et fondez une société de production de musique. Vos albums s'enchaînent, Vénère comme Lucifer, L'argent et la mafia, L'honneur perdu. Votre label devient numéro 1 dans le hip-hop. La jeunesse sert dans les rues son but. Les politiques au gouvernement sont boîtes. Trop pris par leur propre magouille. Pendant ce temps, la populace à la trouille. En 2005, après les émeutes, vous créez Banlieue Active. Un premier pas en dehors de la musique est le début de votre travail avec les associations. En 2007, vous publiez le guide du votant que vous distribuez dans les quartiers populaires avant de vous engager derrière François Hollande 5 ans plus tard. Ce dernier vous remercie en vous nommant personnalité associée au Conseil économique, social et environnemental. Engagé sur l'exclusion, la diversité et les discriminations, vous avez aussi fondé l'ONG Africa Aide Éducation pour scolariser des jeunes filles dans les villages en Afrique. Votre engagement associatif ne vous empêche pas d'afficher vos deux passions sur Facebook, mâchonner des allumettes et porter des lunettes de soleil, voire les deux en même temps. Le week-end prochain, vous participez au Festival international du journalisme vivant à Couture-sur-Garonne. Réalisateur, auteur, conseiller politique, chroniqueur, Rost, avez-vous tiré un trait sur le hip-hop? Alors, Rost, est-ce que vous avez tiré un trait sur le hip-hop? J'adore le portrait qui a été fait. C'est assez marrant de retrouver certaines images. Non, parce que c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a forgé. Moi, la culture, ça a été ce qui m'a permis de sortir de la rue
Si je n'avais pas eu ça, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui. Donc, ça m'a vraiment aidé à sortir de tout ça. Mais malgré tout, vous avez arrêté de chanter depuis 2010. Je crois que le dernier album, c'était en 2010, Poésie d'un résistant. Est-ce que vous diriez que la politique a tari votre inspiration ? Non, pas la politique, l'engagement. L'engagement, parce qu'à un moment, j'ai eu des événements dans ma vie qui m'ont fait prendre certaines décisions. C'est d'ailleurs pour ça que je vais partir en guerre très bientôt avec cette idée de supprimer, d'enlever 5 € sur les APL. On a l'impression que les aides au logement, c'est un... Les logement pour les étudiants. Exactement. C'est pas que pour les étudiants, pour les bas revenus, APL, très bas revenus. tout simplement. Parce que c'est quand même quelque chose qui participe à aider les gens qui sont les plus pauvres et ceux qui sont délaissés. J'ai pris une décision à un moment parce que j'ai connu quelqu'un qui était devenu SDF et qu'on a retrouvé congelé un matin dans sa tente. Pour moi, ça a été un tournant dans ma vie. Là, je me suis dit, il faut que j'aille encore plus loin dans mes engagements. Donc, j'ai décidé à ce moment de faire 7 ans de bénévolat à 100%. Et heureusement qu'il y avait justement les APL pour nous aider sur les 3 dernières années, parce que moi-même, je me retrouvais presque à la rue. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris vraiment un tournant en disant je vais m'engager et je vais aller sur plein de combats différents et j'ai mis un peu la musique de... Alors vous allez participer en fin de semaine prochaine donc, au Festival international du journalisme vivant à Couture. Absolument. Et vous allez plancher, parler d'un thème qui est changer de vie. Absolument. Ça veut dire quoi changer de vie? C'est quoi changer de vie? C'est changer la vie justement? Je pense que l'un va avec l'autre. Donc changer de vie et changer aussi la vie, je pense que c'est important qu'on apporte un peu notre concours. Et je pense que c'est mon parcours aussi qui les a inspirés aussi sur ce sujet-là. Mais il y a un moment où on se rend compte de certaines choses et on prend des décisions pour essayer de faire bouger les choses aussi, tant pour nous que pour les autres. Claude. Est-ce que vous avez changé de langage? Bon, il y avait le hip-hop. Vous participez, on le voit sur ce plateau, au langage du pouvoir. Conseil économique social, campagne de Hollande, soutien à Macron, même si vous contestez ce qu'il va faire sur les APL. Est-ce qu'à un moment donné, les deux parties de la société, celle d'où vous venez et celle à laquelle vous participez aujourd'hui, peuvent encore se comprendre? Alors, c'est là où je pense que c'est important. Moi, j'ai toujours milité pour que les gens qui sont issus de nos environnements aillent en politique, fassent de la politique. Parce qu'à un moment, la plupart de ces gens ne comprennent pas ce qu'on vit. Donc, si nous, on n'apporte pas notre concours pour essayer de faire bouger les choses, ça reste de la... Le conseil... Ah, alors ça... C'est pareil, tout dépend du point de vue que les uns et les autres ont. Rost, moi, j'ai pas l'impression de... Conseil économique et social et environnemental, c'est là où vous siégez. Il n'y a pas plus plan-plan pour un rappeur Non, c'est détrompez-vous. J'aimerais qu'un jour, les journalistes viennent, regardent ce qu'on fait. Moi, j'ai été nommé la première fois, c'était dans la section éducation, culture et communication. J'ai vu... Après les attentats de janvier, le travail qu'on a fait, parce qu'on a été saisi par le gouvernement pour travailler sur la nouvelle loi sur la culture, j'ai vu le concours qu'on y a apporté après le travail qui avait au départ été fait par les énarques. Et 90% de ce qui a été emmené, on a dû le changer parce qu'il n'y avait rien de cohérent. Donc, partout où on peut apporter le changement, il faut qu'on y aille. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Mais c'est efficace de l'intérieur de l'institution? Vous arrivez à des choses concrètes? Alors, de l'intérieur, moi, en fait, on m'a proposé plein d'autres choses beaucoup plus importantes que le Conseil économique et que j'ai toujours refusé parce que je voulais garder mon indépendance. Au Conseil économique, j'ai mon indépendance. Quand je vais voir certains politiques pour les conseiller sur tel ou tel sujet, j'ai mon indépendance et c'est pour ça que je n'ai jamais... J'ai été encarté nulle part. Parmi les sujets qui vous motivent et qui motivent votre engagement, évidemment, il y a la banlieue, avec notamment votre association Banlieue Active. Et en banlieue, Caroline, il y a un sujet qui suscite toujours de l'émotion un an après, c'est la mort d'Adama Traoré. Oui, puisque samedi dernier, on défilait à peu près 1 millier de personnes à Beaumont-sur-Oise, en souvenir de ce jeune homme de 24 ans qui est mort dans des conditions encore suspectes, il faut bien le dire. Il y a un an, le 19 juillet 2016, Adama Traoré avait succombé après une interpellation par 3 gendarmes qu'il avait plaqués au sol. C'est la technique du plaquage ventral. Il est mort asphyxié. Récemment, une nouvelle expertise a confirmé la mort par asphyxie, même si on ne sait pas exactement de quelle asphyxie il s'agit. C'est pour ça que c'est encore suspect. Sa mort avait entraîné plusieurs nuits de violence.
la famille, l'entourage avait qualifié ce drame de bavure policière. On ne sait toujours pas bien ce qui s'est passé. Malgré tout, les gens qui ont manifesté samedi ont crié « pas de justice, pas de paix, justice pour Adama ». Les manifestants attendent vraiment que les pouvoirs publics se manifestent clairement. Le défilé s'est terminé par quelques heures. 5 gendarmes ont été blessés par des tirs de mortier, semble-t-il. Dans la foule, Ross, il y avait des anonymes. Il y avait aussi quelques personnalités, comme le chanteur Mokobé. Vous n'y étiez pas. Est-ce que ce n'est pas ce genre d'action que vous avez envie de mener? L'année dernière, j'étais un des premiers à me rendre à Beaumont-sur-Oise. Il y a eu une manifestation qui avait regroupé beaucoup plus de monde l'année dernière, au moment où il y a eu les événements. Il ne s'est rien passé, justement. Il n'y a eu aucune violence. Il n'y a pas eu d'incident. Aucun incident. Lorsque j'y étais, il y a eu après une autre manifestation qui a eu lieu à Gare du Nord, où on a été encerclés et qu'on ne pouvait plus bouger, alors qu'il y avait une demande qui avait été faite pour qu'il y ait la manifestation qui parte de Gare du Nord pour aller jusqu'à République. Et ils nous ont encerclés dans une rue et nous ont enfermés pendant toute l'après-midi dans cette rue-là. Moi, je me mobilise sur ce genre de sujet. Et pour l'asphyxie, il ne faut pas oublier qu'il y avait déjà un précédent. Lamine Dieng, qui est de Ménilmontant, ce jeune aussi qui avait été étouffé dans les mêmes conditions dans le quart des flics à l'époque. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui a changé justement, Rost, depuis les émeutes de novembre 2005? On se souvient de la révolte qu'il y avait eu à l'époque, plus particulièrement en Seine-Saint-Denis, mais au-delà d'ailleurs dans pas mal de banlieues dans le pays. Entre cette période-là et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé en banlieue et est-ce qu'on pourrait redouter demain, à la suite d'un incident, justement un remake, une répétition de ces révoltes urbaines? Écoutez, moi qui suis sur le terrain, je sais que ça reste une poudrière parce que les mesures qui devaient être prises, il y a quand même eu quelques mesures qui ont été mises en place à l'arrivée de Nicolas Sarkozy sur les questions justement de diversité, où il y a eu tout un mouvement qui a été mis en place avec les gamins de ces quartiers qui pouvaient ensuite rentrer dans des grandes écoles. Moi, j'étais parrain de la chaire égalité des chances de Dauphine à un moment. On a essayé d'impulser beaucoup de choses à ce moment-là. Et après, ça s'est complètement retombé pendant quelques années. Là, c'est une des choses que je déplore justement sur le quinquennat précédent, c'est ça. Aujourd'hui, je vois les mesures qui sont mises en place, même si moi j'étais pour que Macron arrive au pouvoir. Je suis pour l'instant sur ce début de quinquennat très d'où la nécessité, méfiant sur ce qui se passe. Voilà, justement, d'où la nécessité de cet engagement associatif que vous évoquiez, notamment à travers Banlieue Active, et puis aussi Africa Éducation, qui est une association qui milite pour la scolarisation des jeunes filles en Afrique. Justement, je vois que vous invitez quelqu'un pour parler des migrants, et c'est lié à ça. C'est le 19 avril 2015 où moi j'ai été choqué par le bateau des 1200 migrants qui avait coulé en Méditerranée, avec cet été meurtrier qui a suivi, et je me suis dit, il faut qu'on agisse, plutôt que d'agir sur l'urgence. Nous, on s'est dit, on va voir à moyen long terme. Merci Rost, et justement l'émission continue, on va débattre dans un instant de ce drame des migrants. Merci d'être venu ce soir sur ce plateau, et on vous retrouve donc à la fin de la semaine prochaine au Festival international du journalisme vivant. Absolument. Merci Rost. Merci à vous. Et place donc à notre débat sur ce drame des réfugiés. Les ministres de l'Intérieur de 15 pays de la Méditerranée se sont réunis aujourd'hui à Tunis. Le président Macron recevra demain à l'Élysée les leaders rivaux d'une Libye déchirée par la guerre. Alors comment éviter ces milliers de noyades qui font depuis 3 ans de la Méditerranée un gigantesque cimetière? Comment secourir ces populations en détresse et mieux réguler les flux migratoires? On en débat juste après la mise au point d'Amira Swilem. Scène de la vie quotidienne en Méditerranée. Des dizaines de migrants sur des embarcations à la dérive. Ils viennent d'Érythrée, de Syrie ou du Soudan. Tous ont frôlé la mort en voulant rejoindre l'Europe. Miraculé, ce Nigérien se confie. La traversée fut terrible, un désastre. On a perdu entre 30 et 40 personnes. 7 enfants sont morts, des mères et même des femmes enceintes. 12 000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée depuis 2014. Cette année pourrait être l'une des plus meurtrières selon Amnesty International. Les ONG sont épaulées par la marine italienne qui se sent bien seule dans ses missions de sauvetage. D'autant que, comme ces images le montrent, les gardes-côtes libyens n'hésitent plus à ouvrir le feu en Méditerranée pour stopper les trafiquants, eux aussi armés. Certains pays européens mettent désormais la pression sur l'Italie pour qu'elle empêche le débarquement sur le continent des migrants, de quoi excéder le chef du gouvernement italien.
Je vais me limiter à dire une chose. J'estime que nous faisons notre devoir et on aimerait que toute l'Europe fasse le sien comme nous, plutôt que de nous faire la morale. Pour tenter de trouver une solution à la crise, les ministres de l'Intérieur de l'Europe se réunissent à Tunis aujourd'hui. Au centre des discussions, la situation en Libye. Plongé dans le chaos, le pays ne semble pas en mesure d'endiguer les départs de migrants depuis ses côtes. Emmanuel Macron recevra demain les 2 hommes forts de Libye à Paris pour évoquer la situation dans leur pays. Nul doute qu'ils parleront de la crise migratoire. En attendant, la Méditerranée est devenue un cimetière marin. Comment éviter des morts encore plus nombreux ? Nous allons essayer de répondre à ces questions tous ensemble. Merci à tous les 3 de nous avoir rejoints. À mes côtés, bonsoir François Gémen. Vous êtes chercheur à Sciences Po, spécialiste des migrations, et vous enseignez aussi à l'Université de Liège. Et alors, selon vous, François Gémen, la logique de fermeture des frontières fait prospérer de fait le business des passeurs, et seul l'aménagement de voies de circulation sûres et de voies d'accès légales en Europe permettront à terme de régler le problème migratoire. Les gouvernements européens sont complices de facto des passeurs. Tant que les frontières resteront fermées et qu'il y aura des gens qui auront absolument besoin de les franchir, le business des passeurs continuera à prospérer. On va en débattre dans un instant. Volontiers. On va y revenir tout de suite. À votre droite, Alexandre Devecchio, vous êtes journaliste au Figaro et responsable du Figaro Vox. Et alors, selon vous, Alexandre Devecchio, pour éviter d'autres morts en Méditerranée, il faut d'abord dissuader les migrants, dites-vous, de venir en Europe en adoptant une politique beaucoup plus stricte de reconduite aux frontières et en mettant en place des accords avec chaque pays d'origine pour qu'ils contrôlent eux-mêmes les départs de leurs ressortissants. On va y venir aussi dans un instant. Et à vos côtés, bonsoir Marine Baumard, vous êtes journaliste au Monde et spécialiste vous aussi des politiques migratoires. Et selon vous, Marine Baumard, il faut arrêter de vouloir maintenir à tout prix les gens dans leur pays d'origine, car ce n'est pas avec des accords politiques, de l'argent ou des bons sentiments que l'Europe réussira à bloquer l'immigration africaine. L'enjeu dépasse largement ces circonstances-là. On va y venir dans un instant, mais tout de suite, pour entrer dans le débat, je me tourne vers vous, Caroline, avec une question... Une question très courte ? Vous avez quand même 28 secondes pour cette question en 28 secondes. Bon, alors pourquoi ne s'intéresse-t-on jamais aux causes des migrations ? C'est la question que nous a posée quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je me tourne vers vous, François Gémen, puisqu'on parle de plus en plus de personnes qui s'embarquent au péril de leur vie. Est-ce qu'on sait d'où ils viennent aujourd'hui ? Pourquoi ils sont de plus en plus nombreux ? Pour quelles raisons ils s'embarquent ? Alors, les chercheurs s'intéressent beaucoup aux causes des migrations. Les politiques s'y intéressent beaucoup moins. Ce qui intéresse les politiques, au fond, c'est de voir combien de gens arrivent et où ils passent. Par contre, c'est certain que les chercheurs, eux, essayent de retracer les itinéraires des migrants. Et ce qu'on constate, c'est que ce sont des itinéraires de plus en plus fragmentés. Et donc, on a l'impression que, quelque part, les migrants démarrent leur migration au moment où ils franchissent la Méditerranée, alors que c'est souvent la dernière étape d'un parcours migratoire qui s'est étalé sur plusieurs mois, plusieurs années, à travers plusieurs pays, et où les causes de migration se sont imbriquées les unes dans les autres. Et donc les gens partent pour des motifs économiques, politiques, environnementaux, et ces causes s'imbriquent les unes dans les autres, ce qui rend en réalité très difficile de distinguer, par exemple, les réfugiés politiques des migrants économiques. Mais simplement pour nous éclairer, les migrants qui arrivent maintenant, qui pour certains se noient en Méditerranée, ceux-là viennent d'où ? Ils viennent d'Afrique, ils viennent de quel pays, de quel conflit ? Alors, ils viennent pour le moment essentiellement d'Afrique, à la fois d'Afrique de l'Est et d'Afrique de l'Ouest. Pour le moment, la plupart de ceux qui arrivent proviennent du Nigeria. Mais selon les périodes, il y en a qui sont venus d'Érythrée, du Cameroun, de Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, ce sont essentiellement des migrants africains qui viennent soit d'Afrique de l'Ouest, soit de la Corne de l'Afrique. Vous l'évoquiez à l'instant, Claude, il y a malheureusement nombre de ces migrants qui se noient au cours de leur traversée. Depuis l'été 2014, on recense à peu près 12 000 victimes en Méditerranée. Et ce dramatique bilan humain, bien, il ne ralentit pas, bien au contraire. Il se prolonge, il se poursuit. C'est notre chiffre du jour, 2360, c'est le nombre de morts noyés en Méditerranée depuis le début de l'année. On est sur une pente comparable aux années précédentes. Le record de morts, si j'ose dire, c'était 2016, plus de 5000 morts. Marine Baumard, pourquoi y a-t-il autant, voire toujours plus de morts, alors qu'il y aurait moins de traversées ? Alors, cette année, on peut dire qu'il y a à peu près 110 000 personnes qui ont traversé la Méditerranée. Si on regarde 2015, ils traversaient, pour beaucoup, depuis la Turquie vers la Grèce. C'est moins dangereux. C'est beaucoup plus court. Donc, statistiquement, voilà, il y a moins de morts. Aujourd'hui, la route centrale, c'est ce qu'on appelle la Méditerranée centrale, c'est-à-dire départ Libye, arrivée Sicile, arrivée Italie, ou arrivée simplement dans les eaux internationales où ils sont pris en charge par des ONG.
ou par des gardes-côtes. Donc en fait, c'est ça le paysage. Pourquoi il y a autant de morts aujourd'hui? Parce que l'Europe est une forteresse. Et comme le disait François Gémen il y a quelques minutes, la frontière entre l'Afrique et l'Europe, c'est la Méditerranée. Et c'est une route qui n'est pas autorisée, en clair. Donc ils se mettent entre les mains de gens peu scrupuleux. On les met dans des canaux, on les entasse dans des canaux qui ne sont pas capables de les conduire jusqu'à l'Italie. Alexandre Devecchio, c'est le business des passeurs qui est d'abord à l'origine de cette hécatombe? Oui, et d'autant plus qu'aujourd'hui, il faut savoir que la Libye est devenue le poumon économique de Daesh. Depuis que les difficultés sont encore plus grandes à Mossoul, l'argent des passeurs va directement pour acheter des armes pour Daesh. Donc c'est devenu un véritable business. Moi, je ne crois pas que l'Europe soit une forteresse. Je crois qu'il faut traiter le problème à la racine. Je pense que l'intervention en Libye a mené au chaos. Moi, j'y étais contre, mais je pense qu'on s'est retiré beaucoup trop vite. Et aujourd'hui, il faut, je crois, un plan Marshall pour la Libye. Il faut mettre des hotspots en Libye et faire en sorte que les gens qui sont de réels réfugiés politiques puissent passer. Il y en a très peu en réalité, mais refouler ces gens qui viennent d'Afrique et qui meurent en Méditerranée. Marine Baumard, comment on distingue les réfugiés politiques, des réfugiés économiques, etc. Alors, déjà, très peu. Dans un chaos oui. pareil. Très peu, je ne crois pas que c'est ce que dit, même je suis sûre que ce n'est pas ce que dit le Haut Commissariat aux réfugiés, qui est l'agence de l'ONU pour les réfugiés, et qui dit qu'aujourd'hui, on est à 1/3 au moins des personnes qui traversent la Méditerranée centrale, qui sont des réfugiés. Alors, pas des réfugiés climatiques, mais vraiment des réfugiés, au sens où ils obtiendront le statut de réfugiés politiques dans les pays européens. Donc on n'est pas du tout sur des minorités. Ça, c'est vraiment quelque chose de c'est pas une majorité, c'est dramatique, mais c'est pas une majorité. Sur la question du nombre de morts, on comprend que les passeurs sont une mafia. Ce que vous dites, Alexandre Devecchio, c'est en plus une mafia qui finance le terrorisme. Il y a des aspects techniques, si je comprends bien, les bateaux sur lesquels les migrants traversent sont moins sécurisés qu'auparavant. François Gémen, est-ce que c'est ça la raison? Ils sont à la fois moins sécurisés qu'auparavant et surtout n'ont pas suffisamment de carburant que pour aller jusqu'à destination. Et donc ils ont assez d'essence que pour aller jusque dans les eaux internationales, mais souvent pas assez d'essence que pour aller jusqu'à destination. Et donc on est sur est-ce que c'est délibéré? Parce que les gens qui sont responsables de la sécurité de l'Europe, Frontex, disent qu'au fond les passeurs le font exprès, ils avancent, ils mettent en panne, ils espèrent se faire récupérer. Bien sûr, c'est délibéré. Et autant auparavant, les passeurs étaient encore des accompagnateurs de la migration, aujourd'hui, ce sont des gens qui vont exploiter les migrants et qui ne sont plus du tout préoccupés par le sort des migrants. Mais certains parlent même d'une collusion entre les ONG et les réseaux de passeurs, au point que l'Europe a demandé à l'Italie d'instaurer un code de bonne conduite, Marine Baumard. Oui, mais en fait, on se rend compte que le terme de passeur, enfin les politiques aiment bien aussi classer et dire voilà, on a démantelé X filières, ainsi de suite, mais il y a passeurs et passeurs. Et vraiment, il y a à l'intérieur de ces gens-là et à l'intérieur des canaux, et je peux le dire parce que j'ai passé 3 semaines l'été dernier sur un bateau de sauvetage, et des canaux, j'en ai vu, et on sait très bien qu'il y a à l'intérieur, tout à fait, affrété par une ONG, et à l'intérieur de ces canaux, il y a souvent des personnes qui paient comme ça leur passage, qui sont des migrants lambda comme les autres, et qui en fait vont payer leur passage parce qu'ils savent manier un bateau, qu'ils savent conduire un bateau. Donc effectivement, il y a aussi celui qui va gagner de l'argent, qui a l'étage du dessus, ainsi de suite, il y a des organisations, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on voudrait le faire. Alexandre Devecchio, sur le rôle des ONG et leur responsabilité, est-ce que l'Italie a eu raison de vouloir imposer un code de bonne conduite à certaines Je crois qu'effectivement, il y a des ONG qui sont aujourd'hui irresponsables. Elles le font par militantisme politique. Elles pensent qu'on doit aller vers un monde métissé, sans frontières. Et elles le font par idéologie. Elles font le jeu et des passeurs, de l'islam totalitaire et paradoxalement du capitalisme sauvage mondialisé. Alexandre Devecchio, pardon, en faisant quoi? On comprend en encourageant le passage et en prenant le rôle de passage. Est-ce qu'il faut distinguer entre certaines ONG ou est-ce qu'il faut toutes les interdire et les interdire distinguer entre les ONG, celles qui respectent les lois, qui vont vraiment au secours des gens, mais celles qui organisent le passage de clandestins sont irresponsables. Et je crois que oui, l'Italie a eu raison de taper du poing. Est-ce qu'il faut empêcher les migrants de traverser? Est-ce qu'il faut organiser des traversées sûres? Je pense qu'il faut empêcher les migrants de traverser. François Hollande, dans un livre, un président ne devrait pas dire ça, avait dit dans un moment de vérité, ce qui menace l'Europe aujourd'hui, c'est la partition. Il avait dit qu'il y a trop de migrants, parce que, encore une fois, c'est très peu quand même de réfugiés politiques. Il y a un problème d'immigration clandestine. Et donc, je pense qu'il n'est pas raisonnable d'accueillir tout le monde et qu'effectivement, il faut dissuader les migrants de traverser pour leur sauver la vie.
Alors avant de les dissuader éventuellement de traverser, Caroline, évidemment, il faut accueillir ceux qui arrivent, ces réfugiés qui arrivent, et notamment en France. Oui, mais c'est une question. En 2015, sous François Hollande, la France s'était engagée à accueillir 30 000 demandeurs d'asile à l'horizon 2017. On y est en 2017 et on en est à 5 940 selon en tout cas les chiffres de la Commission européenne qui datent de juillet dernier. C'est-à-dire qu'on y est encore en juillet. Ça fait presque 6 fois moins, quoi. Et tout à fait. Et le problème sans doute, c'est qu'il faut s'entendre sur le terme accueil. Et manifestement là-dessus, le cap politique semble confus. On se souvient en juin de la visite de Jacques Toubon, le défenseur des droits, à Calais, et de sa dénonciation vive des conditions de vie inhumaines des migrants, puis des positions peut-être en apparence contradictoires du chef de l'État et de son ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Le premier disant à Bruxelles que nous devons accueillir des réfugiés car c'est notre tradition et notre honneur. Le deuxième réaffirmant au contraire son refus de tout centre d'accueil des migrants au nom du risque d'appel d'air. Le gouvernement, le 12 juillet dernier, a annoncé un plan de migrants avec 12 500 places d'hébergement supplémentaires pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, un effort accru pour l'intégration. Marlène Baumard, comment les associations qui sont vent debout, comment les élus locaux ont-ils accueilli ces propositions? Ils l'ont très mal accueilli. Parce que, en fait, vos 12 000 places, c'est sur 2018 et 2019. Donc, pour le moment, il n'y a rien, il n'y a aucune solution concrète pour les gens qui sont dans la rue à Paris, à Calais ou à Grande-Sainte ou dans la Roya. Mais je voudrais revenir sur cette histoire des 30 000 qu'on s'était engagé à accueillir. C'est vrai, on a un président qui parle beaucoup d'accueil, mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans les négociations entre Matignon et la place Beauvau, c'est qu'on ne sait pas si on va continuer au-delà des 5 000. C'est réellement en discussion. C'est-à-dire que l'engagement pris par le président précédent, il n'est pas sûr qu'il soit tenu. On était à 30 000 pour la France, c'était 160 000 pour la totalité de l'Europe, on est à peine à 50 000. Donc c'est vrai qu'on laisse l'Italie, on laisse la Grèce. Alors la Grèce un petit peu moins, elle s'est beaucoup plus vidée. Mais l'Italie, on a moins de 500 migrants qu'on a fait venir d'Italie. Vous vous rendez compte ? À l'échelle européenne, justement, François Gémen, comment faut-il faire? Est-ce qu'il faut que les pays se répartissent les réfugiés par quota ou est-ce qu'effectivement il faut laisser l'Italie se débrouiller toute seule? C'est un problème européen depuis au moins 20 ou 25 ans. Depuis 20 ou 25 ans, l'Union européenne est incapable de coopérer sur ces questions de politique d'asile et d'immigration. Et donc la seule ligne de fuite en avant, c'est la fermeture des frontières. Ça fait 20 ou 25 ans qu'on essaye de le faire, ça fait 20 ou 25 ans que ça ne marche pas. Et pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que les gouvernements européens refusent absolument de coopérer pour mettre en place un projet politique en matière d'accueil, en matière d'asile et d'immigration. Et donc, même quand on va essayer d'imposer la coopération de force, entre guillemets, avec un plan de relocalisation, on voit que ça ne marche pas, que les États traînent les pieds et qu'on est aujourd'hui, dans à peu près tous les pays européens, à moins de 20% des objectifs. Les logiques nationales prennent le pas et se renvoient la patate chaude, en quelque sorte, des réfugiés. Nationale, comme si chacun, s'arc-boutant sur ses frontières, allait pouvoir recouvrer une forme de souveraineté nationale qui est une illusion. Alors, vous le disiez à l'instant, François Gémen, ce n'est pas un problème récent. Et je vous propose justement de remonter en arrière avec notre archive du jour. Nous sommes à l'été 2004, il y a tout juste 13 ans. Et des réfugiés venus d'Afrique qui avaient manqué de se noyer débarquaient déjà sur l'île de Lampedusa en Italie. Regardez. Retour du large pour les gardes-côtes italiens. Ils viennent tout juste de récupérer 150 clandestins en pleine mer, à 20 km de l'île de Lampedusa. Le couloir de contrôle correspond à cette zone parce que la plupart des embarcations viennent de Libye, du sud. Les clandestins arrivent sur ces vieilles barques fatiguées, 150 personnes sur un bateau de 15 mètres. Cette fois, ce sont des hommes, quelques femmes et des enfants, d'Éthiopie et d'Érythrée. Chacun a payé 1 000 € pour caresser le rêve européen, sans connaître d'ailleurs la destination finale. Quand ce bateau nous a accostés, les marins parlaient italien. Donc on s'est dit, c'est peut-être l'Italie. Mais on ne sait pas vraiment où on est. Donc là, on le voyait dans ce sujet, Alexandre Devecchio, on était en 2004, donc 7 ans avant l'intervention franco-britannique en Libye. Cette intervention n'est pas source de tout. Cette question des flux migratoires et des réfugiés qui fuient des pays où sévit le chaos, soit politique, soit économique, soit les deux, c'est une question ancienne.
Bien sûr, la situation du continent est extrêmement difficile de manière globale. Alors, il faut souligner que Kadhafi, il y avait des accords qui avaient été pris avec Kadhafi et que malgré tout, les départs a été limités par la suite. Oui, mais il y a eu des accords qui ont été passés entre-temps. Là, il n'y a plus d'État, donc la situation est quand même chaotique. Après, il y a un problème global du continent africain. Donc il faut restaurer un État libyen, c'est ça l'urgence? Il faut restaurer un État libyen, c'est l'urgence. C'est pour ça que je parlais de plan Marshall en Libye. Et je pense aussi qu'il faut faire de l'aide au développement dans les pays africains, contrairement à ce que disait pour le coup Emmanuel Macron en disant la transition à 7 ou 8 enfants par femme, ça ne sert à rien de faire du développement. Je crois que c'est justement le moment d'en faire, puisque pour qu'il y ait une bonne transition démographique, il faut justement du développement. Donc je pense qu'une politique de long terme d'aide au développement est très souhaitable sur le continent. Alors qu'on a vu qu'en France, les budgets consacrés au développement avaient tendance à régresser. On parle d'accueil, je pense qu'il serait préférable d'augmenter l'aide au développement. Claude. François Gemène, d'un point de vue historique, est-ce qu'il existe des régulations possibles pour tarir l'immigration, parce qu'on aiderait au développement dans les pays d'où sont originaires les migrants, parce qu'on réussirait à bloquer nos frontières? Est-ce que c'est déjà arrivé? Les États-Unis d'Amérique, n'importe quel autre pays désiré, ensemble désiré, réussissent à tarir l'immigration? Tarir l'immigration, c'est une illusion. C'est impossible. L'idée qu'il soit possible de tarir, de contrôler, de juguler, de maîtriser les flux migratoires, c'est une illusion. Il faut se faire à l'idée que c'est un phénomène structurel, comme le jour qui succède à la nuit. On peut réguler peut-être. Il est possible de réguler, il est possible de l'organiser et de veiller à ce que ça se fasse dans de bonnes conditions pour les migrants, pour les sociétés d'accueil et d'origine, de manière à maximiser les bénéfices potentiels de la migration. Mais l'idée de tarir l'immigration, c'est une illusion, il faut se le rentrer dans la tête. Alors on l'a vu, la nouvelle route empruntée principalement par les migrants aujourd'hui sont pour la plupart, en tout cas des migrants africains, qui viennent de Libye et qui arrivent en Italie, ce qui évidemment préoccupe les autorités italiennes, Claude. Oui, c'est l'Italie qui récupère ces migrants. Et il y a un homme qui a peut-être un embryon de solution, c'est le ministre italien des Affaires étrangères, Angelino Alfano, qui exposait cette solution au début du mois de juillet. C'était le 6. Écoutons-le en version originale. Pour que l'on puisse atteindre l'objectif de réduire le nombre de personnes qui viennent ici en Europe, il faut réduire le nombre de gens qui arrivent en Libye. Donc il faut contrôler non seulement la frontière au nord de la Libye, la mer, mais aussi mieux contrôler les frontières au sud, pour diminuer le nombre de migrants et de réfugiés qui entrent en Libye. C'est là le point crucial que je voudrais souligner. Marilyn Baumard, même question, est-il possible de refabriquer une frontière sûre, voire étanche, au sud de la Libye, sans recoloniser ce pays? Est-ce qu'on peut refonder un État libyen capable de se protéger, de nous protéger des hordes venues du sud de l'Afrique? Mais on est dans cette illusion permanente. On aimerait en fait construire des murs à peu près tout autour de l'Europe, quand on regarde bien. Donc ça ne changerait rien, parce que regardez ce qui se passe là. On essaie un petit peu de remettre de l'ordre, d'essayer de former les gardes-côtes libyens. Qu'est-ce qui se passe? On a la route qui passe par l'Espagne, Maroc-Espagne, qui est en train de voir ses flux augmenter de façon conséquente. Avant, on avait la route des Balkans, Turquie, Grèce. Elle est terminée. Vous voyez, il y a eu un report cette année-là, et on va décaler sur une autre. Alors que l'Union européenne a passé son accord avec la Turquie, voilà. Les flux migratoires ont pris une autre route. Ce que veut dire. Tout à fait. On va passer des accords avec la Libye. Il faut quand même reconstruire un État libyen, ne serait-ce que pour ne pas laisser les migrants. Et pour les Libyens, sous l'emprise des chefs de guerre. Bien sûr, quand on entend les récits des migrants qui sont passés par la Libye, vraiment ça fait froid dans le dos. Il se passe des choses absolument épouvantables, et on peut considérer qu'effectivement la génération d'enfants qui grandit en Libye dans le contexte actuel, il faut pas laisser ça. On a des générations perdues de migrants, et on a aussi des générations perdues sur place dans un pays qui connaît un tel chaos. Emmanuel Macron va recevoir des chefs de clans libyens et des officiels libyens demain. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, François Gemène? À mon avis, pas grand-chose. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il faut rétablir l'état de droit en Libye et qu'aujourd'hui, c'est un véritable camp de concentration à ciel ouvert pour les migrants, dont beaucoup préfèrent tenter leur chance en Méditerranée plutôt que de courir une mort certaine en Libye. Donc c'est une priorité. Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron va arriver à grand-chose demain. J'aimerais simplement donner un élément de mise en perspective. Bien entendu, il y a une crise humanitaire importante aujourd'hui en Méditerranée et en Libye. Et on a l'impression, à cause de l'effet de loupe, que ça représente l'essentiel de la migration mondiale. En réalité, la migration mondiale, ça représente 3% de la population mondiale. C'est un chiffre qui est stable depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui était bien supérieur avant
la Seconde Guerre mondiale. Et donc l'essentiel des migrations, elles ne vont pas toutes en Europe, ce sont des migrations qui arrivent par avion de façon relativement légale, et donc il ne faudrait pas croire non plus que la crise en Méditerranée représente l'essentiel des migrations dans le monde. Merci à tous les trois. Et là, ce débat touche à sa fin. Mais merci à tous les trois d'être venus y participer ce soir. Dans un instant, l'émission continue et Thibaut Sardier va nous alerter sur la révolte des femmes de ménage qui gronde en Inde. Puis Victor de Quiver va nous faire découvrir la saucisse du futur. Mais d'abord, retrouvons notre ami François Simon, amoureux du genre humain et incomparable plume qui continue de faire notre bonheur quotidien avec son objet de l'été. Aujourd'hui, puisqu'approche le fameux chassé-croisé sur les routes de la tribu des Juilletistes et de l'armée des Haussiens, il va nous initier aux délices du ticket de péage. Sur la plage abandonnée, c'est un petit rectangle de carton parlant avec beaucoup de chiffres dans la bouche. Jusque-là, tout va bien. Lorsqu'apparaît dans le lointain le fatal petit panonceau routier. On distingue la silhouette arrière d'une voiture, une personne tend son bras pour récupérer ce fameux ticket de péage. Facile ? Voyons voir. D'abord, il s'agit de trouver la bonne file, d'avoir le bon ralenti et d'ouvrir la glace au bon moment et surtout, même si c'est irrésistible, frotter le trottoir. Cela dit, si vous êtes trop loin, votre bras, fût-il long et déterminé, n'aura pas les moyens d'accéder au petit rectangle de carton. Il faudra alors, double faute, double honte, s'extirper de la voiture, manœuvrer la portière, sans qu'elle ne cogne pour récupérer ce fichu fucking ticket. Vient alors l'un des plus fameux pièges de vos vacances, soumettre ce fameux fucking ticket. Chacun sa méthode. Derrière l'oreille, sous les fesses, dans le tableau de bord, dans le bracelet de sa montre, car viendra l'autre moment infect dans son déroulé, le match retour, avec ralentissement, ouverture de la fenêtre, double jeu du ticket, de la carte de crédit et récupération du reçu pour les resquilleurs de notes de frais. Que dit le ticket de péage de notre société? Il appartient à ces rituels initiatiques. Sommes-nous prêts d'accepter tous les gestes de robots pour perdre le total contrôle? Pourquoi, alors que l'on est en pantacourt et en claquette, répondrait-on encore aux injonctions mécaniques de la société? Tout est là, dans cet entre-deux, là où il faut encore obéir, sous peine de ridicule aux yeux des siens, et le moment de tout envoyer balader. Quel talent ce François Simon. Vous avez vu ça, hein, au péage, il envoie tout balader, il passe en force. Quelle belle leçon de civisme, n'est-ce pas mes amis? En parlant de talent, ravi de vous accueillir, Victor, Thibaut, les Starsky Hutch de la chronique estivale, en quelque sorte. On a une belle voiture rouge garée derrière. Voilà, vous êtes en double fil, il paraît, donc on va faire vite. On va commencer avec vous, Starsky, justement, puisque vous... enfin, Thibaut. Puisque vous vous lancez, Thibaut, toujours en pleine exploration. D'ailleurs, vous avez mis votre chemise d'explorateur. Voilà, à la recherche du point G, comme... c'est ça? Comme géographie? Comme géographie, absolument. Vous m'avez fait peur, voilà. Alors, ce soir, vous allez donc nous emmener en Inde, où gronde la révolte des femmes de ménage. Exactement, j'ai d'abord hésité à aller chez vous, Renaud, où le petit personnel ne manque pas à ce qu'on m'a dit, mais je vous emmène... On vous a menti, on vérifiera. Moi, je vous emmène à New Delhi, en tout cas à côté, voilà, exactement, dans la petite ville de Noida, c'est un peu la banlieue de New Delhi, et plus précisément à Mahagoon Modern, cette magnifique résidence de 2750 appartements de standing qui est destinée à la classe moyenne et supérieure du pays. Évidemment, la résidence est séparée de son environnement beaucoup plus pauvre, par des murs et par 155 agents de sécurité. C'est là que commence mardi dernier un drame. Chez Madame Sethi, sa bonne Madame Bibi aurait volé 17 000 roupies, pas moins de 225 €. Madame Bibi, elle reproche à sa patronne, Madame Sethi, de l'avoir séquestrée à l'issue de ce vol qu'elle conteste et surtout de ne pas lui avoir versé ses 2 derniers salaires d'un montant mirobolant de 3 500 roupies, 46 €. Madame Bibi, elle vit dans le quartier d'à côté, à Barola. Il touche celui de sa patronne, mais il est plutôt du genre bidonville, vous le voyez. Et c'est ici que vit une bonne partie des employés de la résidence de luxe.
Il est évidemment assez pratique d'avoir un réservoir de pauvres à son service près de chez soi. Alors quand les événements se sont un petit peu sus dans ce quartier, les habitants ont pris d'assaut la résidence, armés de pierres et de barres de fer, et ils ont saccagé quelques appartements. Le soulèvement a donc déclenché la révolte des maîtresses de maison, qui ont interdit l'accès au petit personnel et se sont remises elles-mêmes à faire le ménage. Alors tout cela est très ironique évidemment quand on sait que ces femmes émancipées, actives, se sont elles-mêmes battues évidemment pour s'émanciper des travaux ménagers. C'est d'autant plus ironique encore quand on sait qu'elles sont de plus en plus nombreuses à remettre en cause le vieux système des castes qui vous impose une place dans la société dès votre naissance. Pourtant, cette inégalité sociale-là ne semble pas les déranger du tout. Il reste donc à savoir si, après cet épisode tendu, eh bien, les bonnes, précaires et sans statut auront de meilleures conditions de travail et de vie. Et voilà, la lutte des classes, toujours la lutte des classes, Thibaut. Vous avez l'œil, vous avez ouvert l'œil et le bon. On va passer à vous, Hutch, Victor. Victor, et votre chronique anecdotique, toujours avec un cas ? Comme ketchup, évidemment, puisque ce soir, vous allez nous faire découvrir la saucisse du futur. Oui. Et c'est pas vous, la grande saucisse, alors ? C'est pas moi, c'est une designeuse qui s'appelle Caroline Niebling, qui a fait sensation lors du très sérieux concours de design annuel de la ville Lannoy de hier, alors que ses concurrents présentaient des chaises, des meubles de jardin ou des lampes. Caroline, elle, a exposé ses saucisses et a remporté le Grand Prix. Saviez-vous d'ailleurs, Renaud, que la saucisse est née il y a plus de 4000 ans ? Absolument. Et oui. Homer en parlait déjà dans l'Odyssée. Et il en parlait Cicéron, très bien, justement. Très bien. Cicéron aussi dans certains récits. La saucisse est pratique. Elle permet de transporter une viande déjà divisée en rations, de combler aussi nos besoins en protéines. Et parfois même, c'est bon. Seulement aujourd'hui, nous mangeons trop de viande. L'élevage intensif pourrit notre air, notre sol et favorise la déforestation. Faut-il renoncer à la saucisse ? Jamais. On peut les raccourcir. En tout cas, Caroline Niebling pense que non, il suffirait de réduire la part de viande dans la saucisse en y incorporant du chou-fleur, des fruits, des insectes. Après les oreilles en chou-fleur, les saucisses en chou-fleur. Absolument, c'est ça. Il a dit des insectes. Des insectes, des insectes, absolument. j'ai entendu des insectes. Cher Claude, pour créer des saucisses viriles, je cite, délicates ou mystérieuses. Après les sucettes à l'Annie d'Annie, voilà les saucisses aux insectes de Caroline. Et donc ça se mange. Et donc ça se mange, tout à fait. Aussi éventuellement, mais on n'est pas avec des chefs pas essentiellement à ça. Ouais, alors, qui dit nouveaux ingrédients dit nouvelles formes, des nouvelles textures. Chasser le design, et voilà, qui revient à travers la fenêtre. Les saucisses de Caroline au galop, qui revient au galop, le design. Comment ? Le design revient au galop. Oui. Alors, en tout cas, les saucisses de Caroline Niebling sont belles et novatrices. En la récompensant du Grand Prix, le jury a voulu rappeler que le design n'a pas seulement une visée décorative, mais qu'il est là aussi pour trouver des problématiques à nos petits problèmes, justement, des réponses à des problématiques du quotidien, qu'elles soient petites ou grandes. Vive la saucisse du futur. Et n'oublions jamais que le grand président regretté Franklin Delano Roosevelt sécurisa sa future alliance avec le Royaume-Uni en faisant manger au jeune roi d'Angleterre un hot dog. Ce qu'il avait rendu populaire auprès de l'opinion américaine. Le message de Tonton Claude, toujours. Voilà, c'était le point dans un film. Le point histoire de Tonton Claude. Et demain, donc, une chronique sur le barbecue, la chipolata, la merguez, etc. On fera ça tous ensemble. Et voilà, mes amis, hélas, c'est déjà terminé. Merci de votre fidélité à 28 minutes. Et dans un instant, sur Arte, les inimitables blagues salaces, pas celles de Victor Hutch, non, celles de la Minute Vieille. Puis, à 23h45, Arte rend hommage à l'homme qui inventa le film d'horreur, George Romero, décédé la semaine dernière, avec La Nuit des Morts Vivants. Oula, vous allez faire des cauchemars, les enfants. On se retrouve demain et on se quitte en musique avec un morceau de notre ami Rost, L'avenir, c'est nous. Bis Morgan, tchuss. On est là, c'est nous, t'inquiète pas, c'est nous. Relève la tête, faut pas lâcher. L'avenir, c'est nous, on est là, c'est nous, t'inquiète pas, c'est nous. Relève la tête, faut pas lâcher. L'avenir, c'est nous, on est là, c'est nous, t'inquiète pas, c'est nous. Relève la tête, faut pas lâcher. L'avenir, c'est nous.